Bonsoir. La pandémie de Covid-19 touche 185 pays dans le monde. 2 425 000 personnes ont été atteintes par la maladie. 166 500 en sont décédés. 636 000 en ont guéri. Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde, avec 760 000 cas et 40 700 décès. La pandémie reste donc toujours très active et le bilan s'alourdit de jour en jour. L'Europe, qui nous unit et nous a aidés dans la gestion de la crise, reste fortement impactée avec 1 million de cas. Ce soir, nous passons la barre des 100 000 morts en Europe. Vous le savez, 178 malades ont pu être pris en charge grâce à la solidarité européenne et je remercie à nouveau l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et le Luxembourg pour l'aide précieuse qu'ils nous ont fournie. L'Espagne enregistre plus de 200 000 cas et près de 21 000 décès. En Italie, l'épidémie est à l'origine de 179 000 cas et plus de 23 600 décès. La Belgique recense 40 000 cas et 5 800 décès, c'est un des pays les plus touchés. Le Royaume-Uni compte 121 000 cas et 16 000 décès. En France, selon les estimations de Santé publique France, 114 657 cas seraient confirmés. Ce soir, les remontées de 1291 établissements de santé, publics et privés, font état de 30 584 personnes encore hospitalisées pour la prise en charge d'une infection Covid-19. 1465 nouveaux cas ont été admis ces dernières 24 heures à l'hôpital. En tenant compte des sorties, le solde est négatif, mais très faiblement, avec 26 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier. Vous voyez sur cette courbe l'évolution du nombre d'hospitalisés, c'est vraiment le très haut plateau que je vous décris depuis plusieurs jours. Il y a une baisse, mais cette baisse est très faible et la décrue est très lente. Vous le voyez aussi sur les réanimations. 5 863 patients dans un état grave sont actuellement hospitalisés dans des services de soins intensifs, soins continus et réanimation. Au cours des dernières 24 heures, 208 nouveaux malades ont été admis. 32% des patients ont moins de 60 ans. Nous comptons 85 patients âgés de moins de 30 ans. Le solde depuis 12 jours reste négatif. Il est de 61 patients en moins en réanimation sur tout le territoire national. La baisse des besoins en réanimation se confirme, mais elle reste très légère et nous sommes toujours à un niveau exceptionnel, très supérieur aux capacités de réanimation en France avant l'épidémie. De plus, la tension diminue de manière inégale et nous devons donc poursuivre tous nos efforts. Je tiens une nouvelle fois ce soir à remercier toutes les personnes impliquées au quotidien dans la prise en charge de ces patients,
les médecins, les internes, les externes, les infirmiers, les aides-soignants, les kinésithérapeutes, tous les soignants, mais aussi les personnels d'entretien, les personnels administratifs, les étudiants, tous les volontaires issus des soins de ville ou du privé. Dans les Outre-mer, on relève 108 hospitalisations, dont 34 patients en réanimation, et ce bilan est heureusement en baisse. Depuis le début de l'épidémie, 37 409 personnes hospitalisées ont pu rentrer à domicile. C'est 831 de plus ces dernières 24 heures, et c'est sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville sans besoin de passer par l'hôpital. Vous le constatez, cette épidémie est massive et depuis le début de l'épidémie, 81 000 personnes, 81 000 malades ont dû être pris en charge en milieu hospitalier. La circulation du virus demeure à un niveau élevé, vous l'avez noté, sur le nombre de patients hospitalisés chaque jour, sur le nombre de patients admis en réanimation. Nous devons poursuivre notre mobilisation. Nous surveillons de très près la situation de nos aînés, et en particulier la situation dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Depuis le début de l'épidémie, nous avons 64 394 cas, dont 23 668 confirmés par test PCR, au sein de 5 741 établissements sociaux et médico-sociaux qui ont déclaré des cas et donc participé à cette remontée nationale d'informations. En ce qui concerne la mortalité, ce soir, notre pays franchit un cap symbolique et particulièrement douloureux et déplore plus de 20 000 décès. Malgré les efforts des Françaises et des Français pour respecter scrupuleusement le confinement, la distanciation physique et sociale et tous les gestes barrières, l'épidémie est très meurtrière. Nous devons donc tous rester vigilants, mobilisés, conscients que nos efforts doivent perdurer dans le temps et que nous ne devons pas baisser les bras. En ce qui concerne la mortalité hospitalière, 12 513 décès sont à déplorer depuis le 1er mars, dont 27 décès en Outre-mer. Nous déplorons 7 752 décès survenus en établissements sociaux et médico-sociaux et rattachés à l'infection Covid-19 depuis le début de l'épidémie. L'essentiel de ces décès est observé au sein des EHPAD. Depuis le 1er mars, nous déplorons 20 265 décès liés au Covid-19 en France, donc avec 12 513 décès dans les hôpitaux et 7 752 au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Il s'agit donc d'une pandémie meurtrière qui est loin d'être terminée et qui a tué davantage en France que toutes les épidémies saisonnières de grippe, même les plus sévères, même les plus longues, puisque celles-ci ont tué au maximum 14 000 personnes dans notre pays et qui aussi a tué davantage que la canicule de l'été 2003, au cours de laquelle nous avions déploré 19 000 décès. Le Premier ministre a parlé hier
du taux de reproduction de l'épidémie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'agit du nombre de cas secondaires, du nombre tout simplement de personnes qui sont contaminées par contact avec un seul porteur du virus. Il est important de comprendre que ce nombre est passé au début de l'épidémie, avant les gestes barrières, avant la distanciation, avant le confinement, d'un nombre de 3 à aujourd'hui un nombre inférieur à 1. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sans aucune mesure, sans ces fameux gestes barrières, sans cette distanciation, sans le confinement, chaque personne porteuse, et qui pouvait ne pas le savoir, contaminait chaque semaine 3 personnes. Aujourd'hui, ce nombre est passé sous le chiffre de 1, c'est-à-dire que l'épidémie n'arrive plus à donner autant de malades qu'elle avait auparavant, et c'est ainsi qu'on arrivera, en poursuivant nos efforts, à freiner l'épidémie et à la faire se réduire. Pour vous donner un exemple très concret, lorsque nous avions 10 000 malades à hospitaliser au début de l'épidémie, sans rien faire, sans gestes barrières, sans confinement, sans distanciation, il fallait s'attendre à 30 000 malades une semaine plus tard, 90 000 malades la deuxième semaine, 270 000 malades au bout de 3 semaines. Donc vous voyez la rapidité de cette propagation lorsque nous ne faisons rien. Et lorsque nous agissons tous ensemble et que ce fameux R0, que ce fameux taux de reproduction baisse sous la barre des 1, eh bien, nous passons de 10 000 malades à 9 000, potentiellement à 8 000 et à 7 000 semaine après semaine. C'est donc la vitesse de l'épidémie qui a beaucoup diminué grâce à vous, parce que finalement, vous toutes et tous, où que vous soyez, vous êtes debout sur le frein de cette épidémie par les gestes barrières, par les mesures de distanciation et par le respect du confinement. Aujourd'hui débute la semaine européenne de la vaccination. Dans ce contexte, je tiens à rappeler que la prévention ne doit absolument pas être oubliée. On vient d'en parler. Les mesures de prévention sont fondamentales, en particulier pendant cette période de confinement. Nous ne devons pas mettre en danger les plus jeunes en repoussant ou en annulant les vaccinations obligatoires du nourrisson. Il faut respecter le calendrier vaccinal afin que la protection des tout-petits soit efficace. Vous le savez, la prévention par la vaccination reste le moyen le plus efficace pour protéger nos enfants de maladies infectieuses particulièrement dangereuses. Continuez à vacciner vos enfants est indispensable, même pendant la période de l'épidémie, même pendant cette période de confinement, et continuez aussi à vacciner les personnes fragiles qui en ont besoin. Maladies chroniques, maladies non Covid, maladies aiguës, souffrances psychologiques, urgences dentaires, toutes les pathologies doivent être prises en charge dès maintenant. Ne renoncez pas aux soins. Les professionnels de santé y sont prêts. Appelez-les, contactez-les, prenez rendez-vous. Nos professionnels de santé, vous le savez, sont invités à vous contacter, à contacter leurs malades. La santé de toutes et tous doit primer. Je vous remercie. Plusieurs questions pour France Inter. À ce jour et alors que le décret a été signé le 5 avril, combien de laboratoires vétérinaires ont obtenu le feu vert pour réaliser des tests par PCR?
Alors, je n'ai pas le détail des laboratoires, mais ce que je voudrais expliquer, c'est que tous les moyens des laboratoires en France sont mobilisés pour augmenter notre capacité de test virologique. Les laboratoires hospitaliers, les laboratoires privés d'analyse médicale, les laboratoires départementaux, les laboratoires de recherche, les laboratoires vétérinaires, les laboratoires de police, de gendarmerie, bref, toute la capacité de laboratoires en France, publics, privés, est mobilisée pour que nous puissions faire le maximum de tests, et le président de la République a vraiment insisté sur ce point. Il faut que toutes les personnes symptomatiques puissent avoir ce test. Nous avons évidemment commencé par les malades les plus graves. Nous avons ajouté, vous le savez, la stratégie de dépistage en EHPAD qui nous permet d'aider les EHPAD à organiser leurs soins et à avoir éventuellement des secteurs Covid et des secteurs non Covid pour rassurer les résidents et pour rassurer évidemment le personnel qui fait son maximum. Et nous ajoutons un certain nombre de secteurs prioritaires et bien sûr l'accès aux soins et l'accès au diagnostic virologique pour toutes les personnes qui ont des symptômes. Combien de laboratoires de recherche publics? Le CNRS et l'INSERM en ont identifié une 50aine. Certains se sont mis en ordre de marche et sont en capacité de réaliser un très grand nombre de tests jusqu'à 70 000 par semaine. Comment expliquer qu'il n'ait toujours pas été sollicité alors même que par séquençage, le problème des faux négatifs serait réglé? Où se situe le blocage? Alors, il n'y a pas de blocage, il faut juste expliquer aux Françaises et aux Français que les laboratoires de recherche ont des grandes capacités, mais n'ont pas l'habitude de rendre des résultats individuels, et donc ils doivent juste respecter cette procédure qui est d'un rendu validé, signé, d'un compte-rendu de résultats, alors qu'ils ont l'habitude de faire effectivement des centaines, voire des milliers d'examens, mais dans un cadre de recherche. Donc il faut juste que cela s'organise au niveau départemental, en lien avec des laboratoires d'analyse, en lien avec l'Agence régionale de santé, et l'idée est qu'on ait très rapidement tous les laboratoires à disposition pour les Françaises et les Français pour accéder aux tests quand on est symptomatique. Et comment expliquer le hiatus entre décision de rédiger un décret au niveau national et sa mise en œuvre pour la recherche publique, à ce jour non réalisée? Alors, je crois vraiment que les choses vont très vite. Vous citiez un décret qui est quand même très récent. Toutes les ARS, toutes les agences régionales de santé sont mobilisées. Il y a des déclinaisons territoriales, des déclinaisons départementales. Il y a des laboratoires qui ont des capacités importantes, déjà, milieu hospitalier ou en milieu de ville. Donc, c'est toute une organisation de laboratoires qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, qui doivent effectivement s'aligner, se mobiliser, s'organiser pour qu'on puisse répondre sur tous les territoires en France à la demande de tests pour les patients symptomatiques et de tests virologiques par PCR. 2 questions pour Médicite. Les masques grand public seront-ils distribués gratuitement à l'ensemble des Français? Alors, nous sommes en train d'organiser, vous le savez, par une très forte mobilisation des entreprises françaises, mais aussi par de l'importation, la production en grand nombre de masques. Et donc, l'organisation concrète de cette distribution et de cet accès aux masques va être précisée dans les prochains jours. Plusieurs études mettent en lumière les manifestations neurologiques qui seraient provoquées par le Covid-19. Cette découverte laisse-t-elle entendre que le coronavirus implique encore de nouveaux symptômes? Si oui, lesquels? Alors, pas forcément des nouveaux symptômes. En pratique, il y a 2 aspects neurologiques que je voudrais préciser. Vous savez qu'il y a maintenant plusieurs semaines, je vous avais exposé la notion d'anosmie et d'agueusie, c'est-à-dire de disparition de l'odorat et du goût. C'est déjà des atteintes
neurologiques, puisque ce sont des nerfs qui déterminent le goût et l'odorat. Cela s'explique par l'attaque du virus sur les fosses nasales où sont présents ces nerfs. Et donc on avait cette explication déjà, qui est que quand le virus est présent dans la sphère ORL, il peut attaquer ces nerfs et donner donc ces symptômes qui sont assez rares, mais qui maintenant paraissent caractéristiques de l'infection par le coronavirus. Il y a une autre description qui est plus récente, et le professeur Hannan en a parlé il y a quelques jours, c'est la présence de troubles des fonctions supérieures, de l'orientation, de la réponse, des capacités de mémoire ou d'attention qui sont vues chez les malades très graves en réanimation. Cela se voit pour plusieurs raisons, parfois parce que le virus attaque le cerveau, mais ce n'est pas aujourd'hui démontré. Parfois parce qu'il y a une irritation du cerveau, parce que le virus est proche, et vous savez que à la base du cerveau, il y a une possibilité de franchissement de la barrière osseuse qui existe entre les fosses nasales et le cerveau. C'est une autre piste. Et la troisième piste, ce sont des modifications de la circulation vasculaire cérébrale qui seraient potentielles chez les patients les plus graves. Donc vous voyez que ça fait partie des hypothèses, mais ça fait partie aussi, et c'est intéressant de le partager avec les Français, de ce qu'on découvre jour après jour sur ce virus grâce à l'attention portée à ce virus, à l'attention portée aux malades par l'ensemble des médecins français. 2 questions pour VL Média. Selon vos modèles mathématiques, quelle est la part de la population infectée par le Covid-19 aujourd'hui en France? Quel niveau d'infection est projeté pour le 11 mai? Alors, ce sont des travaux qui sont toujours en cours, mais vous avez noté qu'à la fois le président de la République et le Premier ministre ont rappelé des chiffres importants qui sont que plus de 90% de la population française n'a pas été en contact avec ce virus, ce qui veut dire, dans l'autre sens, que moins de 10% des Françaises et des Français ont été infectés. Ce sont des chiffres qui vont être précisés dans les prochains jours. Il y a des travaux à la fois, j'allais dire, mathématiques, de modélisation, qui vont préciser ces données qui vont être publiées prochainement, mais surtout des données d'observation, des données de séroprévalence qui sont en cours, là encore, pour étudier la variété de réactions dans la population française. Et ça, c'est important aussi. Le taux d'immunité est probablement plus élevé dans les régions fortement touchées, en Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, en Hauts-de-France, en Île-de-France par exemple, et dans des populations qui ont beaucoup vu circuler le virus, que dans des territoires plus isolés, plus ruraux. On voit qu'il y a des départements de France qui ne signalent par exemple pas de décès par infection Covid, et dans lesquels le virus a très peu circulé. Donc il va y avoir des différences d'immunité, mais en tout cas l'immunité collective en France est basse, comme beaucoup de pays d'ailleurs le signalent. Considérez-vous que les régions les moins touchées par le Covid-19 sont susceptibles d'être plus vulnérables lors du déconfinement le 11 mai? Si oui, envisagez-vous d'augmenter leur capacité en réanimation? Alors en fait, nous n'avons pas la réponse à cette question. Ça peut paraître de bon sens qu'un département, par exemple, peu touché soit plus fragile, mais inversement, c'est un département aussi où il y a peu de porteurs du virus et où le virus circule peu. Donc les deux hypothèses sont testées, à la fois celle d'une relative fragilité du département parce qu'il y a peu d'immunité, mais finalement peu de départements ont une immunité élevée, et inversement l'hypothèse que très peu de porteurs
sont encore présents au moment du déconfinement et que donc le virus ne circulera pas. Mais vous avez bien noté hier que le Premier ministre a vraiment corrélé son dispositif de déconfinement à des enjeux sanitaires en insistant sur le fait, et c'est pourquoi je vous rappelle l'importance de freiner cette épidémie, on a besoin tous ensemble de se mettre dans les meilleures dispositions pour le 11 mai, c'est-à-dire de ralentir la circulation virale, de baisser très vite la pression sur l'hôpital, de permettre à l'hôpital de retrouver des capacités, de permettre à l'ensemble des personnels soignants en ville comme à l'hôpital de reprendre des forces. Et plus on aura atteint un niveau bas au moment du 11 mai, meilleures seront les conditions pour réussir le déconfinement. 3 questions pour la PM. Le gouvernement italien estime qu'il faut que 60% de la population installe son application de traçage Immuni pour qu'elle soit efficace. A-t-on une estimation de ce pourcentage pour la France et Stop Covid? Non, nous n'avons pas ces analyses. En fait, c'est assez cohérent. Si on veut un dispositif efficace, si on veut un dispositif fonctionnel lorsqu'il n'y aura plus les mesures de confinement, il faut qu'on soit capable de tester, d'isoler, de repérer les cas contacts, quelle que soit la méthode d'ailleurs, que ce soit une application ou du contact de tracing classique. L'idée est que on sache très vite qu'une personne est porteuse, qu'on connaisse très vite tous ces contacts à risque, qu'on puisse les identifier, les surveiller, les tester, pour savoir où sont les chaînes et pour casser très rapidement les chaînes de transmission. Nombre de laboratoires de biologie médicale commencent à proposer des tests sérologiques sur prescription. Quel est le point de vue de la DGS sur cette offre? Grande prudence, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est celle que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que l'immunité collective est faible. On s'attend à avoir plus de 90% des tests négatifs, puisque le virus a peu circulé. Deuxièmement, il y a encore des enjeux de qualité de ces tests. Ce ne sont pas les autorités françaises qui le disent, ce sont même beaucoup d'autorités sanitaires internationales. Il y a encore du temps nécessaire pour qualifier ces tests, pour s'assurer de leur fiabilité, de leur sensibilité et de leur spécificité. Et surtout, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de gérer l'épidémie, c'est de connaître tous les porteurs du virus, et donc ce sont les tests virologiques qu'il faut privilégier aujourd'hui. Viendra le temps des tests sérologiques, mais ce n'est pas aujourd'hui le temps de ces tests. Sur l'organisation de la reprise de la programmation chirurgicale pour éviter les pertes de chance, est-ce qu'on attend des directives ou bien chaque ARS ou établissement prend l'initiative? Non, il ne doit pas y avoir de perte de chance pour une urgence chirurgicale, il n'y a pas de sujet. Je le dis depuis plusieurs jours, c'est très important de le rappeler. Lorsqu'on a une indication chirurgicale, si on a une fracture du col du fémur, si on a une urgence chirurgicale digestive, il faut évidemment se faire opérer. Et les équipes sont prêtes à le faire. Là, on parle de chirurgie urgente et qui est très différente de la chirurgie programmée. La chirurgie qui peut être décalée de quelques semaines, décalée de quelques mois. Et donc, aujourd'hui, quand il y a une indication chirurgicale, il faut évidemment la respecter et les chirurgiens, à ce moment-là, vous proposeront une intervention. Donc, pas de perte de chance pour des urgences chirurgicales avérées. Par contre, il faut effectivement que les hôpitaux se réorganisent pour tout ce qui est activité lourde, programmée, médicale et chirurgicale. 2 questions pour Wall Street Journal. Hier, le Premier ministre a dit que la stratégie de transférer des patients hors des régions les plus touchées avait sauvé des vies. Est-ce que d'autres pays vous ont contacté pour les aider à travailler sur une stratégie similaire, en particulier en utilisant des trains? Alors,
vous savez que le Premier ministre a insisté effectivement sur le fait qu'on avait sauvé des vies. Je pense que la magnifique mobilisation des établissements de santé publics et privés, leur déprogrammation, le doublement de la capacité de réanimation a sauvé des vies. Il faut aussi dire aux Françaises et aux Français que leur respect du confinement a sauvé beaucoup de vies. Les évacuations sanitaires avaient un seul objectif, c'est de permettre de prendre en charge les malades dans les meilleures conditions. Alors, on peut toujours imaginer que quand on est dans un service de 30 lits de réanimation, on peut monter à 40 et à 50 et à 60. Mais les conditions deviennent dégradées. Les conditions géographiques, l'organisation des soins, les couloirs, les transferts, la radiologie, l'imagerie, tout devient compliqué. Et donc, il est quand même beaucoup plus logique de laisser une équipe pleinement mobilisée dans un hôpital et de transférer un malade vers un hôpital qui est beaucoup moins occupé, beaucoup moins chargé, qui a des professionnels de santé qui sont prêts à accueillir les malades pour répartir la charge, pour que tout le monde ait à participer à la prise en charge optimale de ces patients graves. Et c'est ce que nous avons fait, c'était totalement inédit. 640 patients transférés, 640 patients lourds de réanimation transférés, intubés, ventilés, ça n'avait jamais été fait en France. Je crois que ça n'a quasiment jamais été fait non plus à l'étranger, en période de paix en plus. Et donc, il y a eu des magnifiques réussites. Vous avez entendu parler des avions, des hélicoptères. Il y a eu ces fameux allers-retours de TGV médicalisés. Je crois que c'était une vraie réussite du système de santé français. Pourquoi avoir décidé d'effectuer plus de 600 transferts de patients plutôt que d'ajouter encore plus de capacités de réanimation dans les hôpitaux et les régions les plus sollicitées? Je crois vous avoir répondu, c'est-à-dire vraiment le partage de la charge, le fait que des établissements qui avaient relativement peu d'activité étaient tout prêts à prendre en charge dans les meilleures conditions les patients les plus graves. Ça s'est passé dans des grandes conditions de sécurité, avec une forte mobilisation des équipes de transfert. Et donc, cette solidarité interrégionale a parfaitement joué. Question pour France Télévisions. La France envisage-t-elle de recourir à la méthode dite de pooling, test réalisé après mise en commande de plusieurs échantillons, pour cibler les personnes asymptomatiques? Non, nous ne souhaitons pas cibler les personnes asymptomatiques. Le président a été clair, nous devons répondre rapidement à la demande d'une personne présentant des symptômes, et donc c'est ce que nous allons faire, et nous ne sommes pas sur ce type de technique de poolage. À ce jour, quels sont les modes de contamination les plus fréquents identifiés par les ARS dans leur tracking de chaîne? Pourcentage dans le cadre intrafamilial, en entreprise, dans les transports? Alors, il faut rassurer les Français, les personnes qui respectent le confinement sont très peu atteintes par l'infection. Et quand elles respectent les mesures barrières, quand elles respectent la distanciation physique, la distanciation sociale, elles sont vraiment très peu infectées. Après, on voit bien que plus on sort, plus on est exposé, plus on a de contacts, plus on peut se retrouver en contact avec une personne parfois ne présentant pas de symptômes, qui peut être porteuse du virus. Et donc, c'est pourquoi je réinsiste aujourd'hui sur le respect strict du confinement, sur l'attention que nous devons porter en permanence à nos distances, au respect des gestes barrières, au lavage régulier des mains, justement pour éviter cette hypothèse qui serait qu'on soit exposé par nos activités du quotidien, par notre activité au travail, à une personne porteuse du virus. Et c'est comme ça que les personnes se contaminent, mais nous n'avons pas de statistiques pour dire que vous avez été contaminé à tel ou tel endroit, parce que personne ne le sait. Quand vous avez une journée complète de travail, vous ne savez pas qui vous a contaminé.
Deux questions pour prévention santé. Combien de tests PCR ont été réalisés en France depuis le début de la pandémie et combien de tests en moyenne par cas confirmé? Alors, le nombre de tests devient très important. Nous avions déjà, il y a quelques jours, plus de 450 000 tests réalisés en milieu hospitalier. Et Santé publique France nous dit qu'en semaine 15, donc mi-avril, nous avions pratiqué 160 000 tests dans la semaine. Donc, vous voyez que notre capacité de test augmente régulièrement et elle va encore augmenter. Donc, le nombre de tests PCR a pour objectif de répondre à la demande de toutes les personnes symptomatiques. Question pour Hospimedia. La plateforme nationale de lutte contre l'isolement, qui fait partie des propositions validées du premier rapport de la mission de Jérôme Gage, est-elle prête et quand le sera-t-elle? Alors, nous y travaillons. Vous avez noté que le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, en a beaucoup parlé hier lors de sa conférence de presse avec le Premier ministre. Nous portons une attention toute particulière aux publics les plus vulnérables et donc nous apportons une réponse spécifique à chacun de ces publics puisque vous avez noté que leurs besoins ne sont pas les mêmes. Nous avons parlé des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux, des personnes qui sont à domicile et donc nous sommes évidemment très attentifs à lutter en permanence contre l'isolement, en particulier dans cette période de confinement. Trois questions pour Terragora. Qu'a révélé le décryptage du génome du virus? Rien de particulier, si ce n'est qu'il y a une grande proximité. Vous savez que ce séquençage complet du génome, il a été fait dans plusieurs endroits. C'est important que les Françaises et les Français s'en rendent compte. Les Chinois l'ont séquencé en premier, mais d'autres grands pays l'ont séquencé depuis. C'est ainsi qu'on voit d'ailleurs évoluer tout doucement ce virus qui d'ailleurs ne mute pas fortement mais évolue comme tout virus génération après génération. Et donc il n'y a pas de surprise dans cette analyse du génome. Il n'y a pas de séquence anormale, il n'y a pas de séquence particulière de virulence ou de résistance particulière. Mais simplement, vous le savez, il a une grande proximité avec un certain nombre de coronavirus. Il a une grande proximité avec des virus retrouvés chez les animaux. Et donc, l'origine animale de ce virus ne fait aucun doute pour la plupart des scientifiques qui pilotent les centres de référence. Les régions les moins touchées à ce jour, Bretagne, Pays de la Loire et Normandie, connaissent-elles une augmentation du nombre de cas et dans quelle proportion? Non, les régions les moins touchées n'observent pas d'augmentation du nombre de cas. D'ailleurs, il n'y a pas d'augmentation du nombre de cas dans une seule région française. On voit bien qu'il y a un plateau élevé et qu'il y a plutôt une tendance à la baisse, même si elle est malheureusement beaucoup trop lente. C'est une inconnue aujourd'hui. On a toujours dit qu'on dirait ce qu'on ne sait pas. On a beaucoup de mal à expliquer. Nous n'avons pas trouvé d'explication. Les scientifiques se posent toujours la question de savoir pourquoi certains pays sont plus touchés que d'autres. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Grande-Bretagne, je vous ai parlé de la Belgique. Il y a des pays européens qui sont moins touchés sans qu'il y ait d'explication particulière. Et puis surtout, même au sein du territoire national, même au sein de la métropole, il y a des très grandes différences, probablement liées à nos interactions sociales, à la circulation initiale du virus, qui font que des départements comme le Haut-Rhin ont été massivement touchés et d'autres quasiment pas. Donc c'est encore l'objet d'études scientifiques. Les pharmaciens pourront-ils vendre des masques grand public? Alors, vous savez que le président de la République s'est engagé à ce que nous ayons un accès aux masques grand public pour toutes les personnes qui le souhaitent. Et donc,
le gouvernement et toutes les collectivités ainsi que les entreprises travaillent à un dispositif permettant que les circuits soient les plus aisés possibles et les plus pratiques possibles pour que la distribution permette à chaque Français d'avoir accès à ces masques. Donc nous y travaillons et l'idée que ce soit faisable, simple et efficace. 3 questions pour l'usine nouvelle. Combien de tests la France a-t-elle commandé en France et à l'étranger pour l'objectif de 500 000 par semaine d'ici au 11 mai? Justement, tout le dispositif qui permet de répondre à l'objectif présidentiel et à l'objectif fixé par le Premier ministre, qui est que nous soyons capables, à partir du 11 mai, de faire ces fameux 500 000 tests par semaine, et donc que nous ayons l'ensemble du dispositif, les écouvillons, les milieux de culture, les réactifs, les tests PCR, les plateformes publiques et privées, hospitalières et en ville, pour répondre à ce besoin que nous avons estimé en fonction du nombre de personnes symptomatiques et en fonction du nombre de personnes que nous aurions à tester, que ce soit en milieu hospitalier ou en EHPAD, par exemple. Pourquoi un test non répertorié par la DGS est-il commandé par le ministère des Solidarités et de la Santé, comme c'est le cas pour 1 million de tests du groupe chinois BGI? Alors ça, ce sont des tests différents. En fait, ce que nous faisons, c'est qu'il y a aujourd'hui des tests PCR, pas confondre, et des tests sérologiques. Il y aura très rapidement un cahier des charges, vous savez, qui est fourni par la Haute Autorité de Santé. Il y a aussi une étape qui passe par l'Agence nationale de sécurité du médicament, et puis il y a une qualification en cours de l'ensemble des tests par le Centre national de référence. Donc les tests qui seront disponibles en France seront des tests qui auront été certifiés, qui auront rempli le cahier des charges et qui auront été validés par le Centre national de référence. Olivier Véran évoquait hier la possibilité de réimplanter des filières de production de médicaments sur notre territoire. L'État a-t-il engagé des actions concrètes sur ce sujet? Non, c'est un travail de longue haleine, c'est une volonté très forte du gouvernement, vous le savez, mais il faut que les Françaises et les Français comprennent qu'il y a une production de médicaments en Europe, qu'il peut y avoir une production de médicaments en France, bien sûr, et elle sera soutenue, mais qu'il y a aussi un enjeu d'accès aux matières premières. C'est le sujet principal dans les filières de fabrication des médicaments. Et donc, là encore, pour acquérir de la souveraineté nationale, il faut aussi avoir l'ensemble de la filière sous contrôle. 2 questions pour CNews. Est-ce que l'hypothèse de la bactérie intestinale Prevotella est une piste sérieuse? Est-ce qu'elle serait partie prenante de la maladie? Pas à ma connaissance, je n'ai pas vu de publication sur ce sujet. Je vous remercie, c'était la dernière question. Merci à vous.